Bienvenue dans mon nouveau bureau, nouvelle législature. Alors, on déménage et là, je me retrouve dans ce qu'on appelle le 101 à l'Assemblée nationale. C'est tout un immeuble où il y a essentiellement des bureaux avec des lits. Là, vous ne le voyez pas, mais il y a un lit, je tire et hop, je peux passer une nuit ici. D'habitude, je n'ai pas ces bureaux-là parce que moi, je suis francilienne. Donc, c'est une première. On est en train de trouver nos marques, de s'installer, rentrer à haute intensité politique, et même j'ai envie de dire gravité politique, puisque, comme vous le savez, on a passé 2 mois à attendre que le président de la République tire les leçons de l'élection et soit capable de nommer un Premier ministre ou une Première ministre. Nous avons mené tambour battant la campagne pour que la coalition arrivée en tête, c'est-à-dire le nouveau Front populaire, soit aux manettes, avec Lucie Questé comme Première ministre. C'était la logique politique, c'était la légitimité démocratique, mais le président de la République, Emmanuel Macron, qui est décidément totalement étranger à la démocratie, qui écrase toujours tous les mécanismes, les rouages de la démocratie en France. On l'a vu quand il a mis en place la Convention citoyenne, on l'a vu dans sa manière de traiter les gilets jaunes, le mouvement sur les retraites, on l'a vu à moult reprises, à plusieurs reprises. Et là, évidemment, ça continue, mais ça continue de manière très violente parce que ce président qui a été élu 2 fois pour empêcher l'extrême droite Marine Le Pen d'arriver au pouvoir, est aujourd'hui en train de pactiser avec elle et s'est soumis aux oukases, aux diktats de Marine Le Pen, de l'extrême droite, puisqu'il s'agissait de nommer un Premier ministre ou une Première ministre qui soit acceptable par l'extrême droite, c'est-à-dire qui n'ait pas de motion de censure immédiatement votée par le RN. Ça, c'est gravissime, c'est absolument gravissime, ça dégoûte de la politique, puisque l'enseignement premier de cette élection, c'est précisément qu'il y a eu un barrage à l'extrême droite. C'est précisément ça, ce barrage, ce front républicain. Et le Premier ministre nommé, M. Barnier, est celui qui n'a pas participé au front républicain, puisque LR a refusé de choisir dans les cas où il y avait le NFP versus l'extrême droite. Une situation très tendue, déni total de démocratie. On peine à trouver les mots, parce que déni de démocratie, ça a l'air très plan-plan et calme, alors qu'en réalité... c'est énorme ce qui est en train de se passer. C'est un tournant historique, j'ai même envie de dire. Et maintenant, la question, c'est de savoir comment on s'y prend pour faire en sorte que le plus vite, on puisse en finir avec non seulement ce bloc central, mais il est en train de s'effondrer, mais surtout l'extrême droite qui est en embuscade, qui est banalisée par le bloc central, jour après jour, et qui, malgré tout, parce que c'est sûr qu'on a fait barrage et qu'on l'a empêché d'être majoritaire et on a déjoué les pronostics, néanmoins, il ne faut pas oublier qu'en voix, par exemple, le Rassemblement national a fait plus que le nouveau Front populaire. Donc, c'est quand même un sujet. On a eu un sursaut, mais ce sursaut, c'est un sursis. Et donc, maintenant, c'est comment on s'y prend. C'est pour ça que la question de « et maintenant » est tout à fait fondamentale. Et moi, je ressens une urgence à bien s'organiser parce que l'année qui s'ouvre, on ne sait pas comment elle va se passer, elle va être pleine de rebondissements. Combien de temps va tenir le gouvernement Barnier? Va-t-il y avoir ou non une immense mobilisation? Peut-être d'ailleurs que le pays pourrait être bloqué dans 2 mois et modifier la situation. Est-ce que c'est la résignation et le ressentiment qui va l'emporter? Personne ne peut le dire, on peut se battre pour. Moi, j'ai le pressentiment que c'est plutôt la colère et l'espoir qui va dominer, mais ça dépend aussi de notre capacité à faire vivre cet espoir, parce que les gens se mobilisent d'autant plus et d'autant mieux qu'ils voient une perspective, une espérance. C'est le sens un peu de l'interview que j'ai donnée à Libération, avec ce titre « Il faut se préparer à une candidature unique des gauches et des écologistes pour la présidentielle, préparer aussi une législative anticipée, mais en un mot, prolonger, développer l'élan du nouveau Front populaire qui ne peut pas être seulement un cartel d'organisation. C'est ça en tout cas le sens de mon engagement en cette rentrée politique, c'est d'aller plaider partout pour consolider ce nouveau Front populaire, le structurer puisqu'il n'est aujourd'hui qu'un cartel d'organisation mais qui n'a même pas de cadre formel pour se réunir, l'ouvrir à toutes ces énergies, à toutes ces forces sociales, culturelles, citoyennes qui sont venues aider au moment de la campagne législative et qui sont une des clés pour pouvoir gagner dans le pays. Donc cette structuration, cette ouverture du nouveau Front populaire, c'est une bataille tout à fait centrale, il faut le cimenter, et c'est d'ailleurs pourquoi à Blois, j'avais dit franchement les choses aux socialistes quand j'ai émis l'hypothèse Cazeneuve Premier ministre ou toute autre candidature socialiste qui aurait été esselée par rapport au nouveau Front populaire, qui se serait fait par un choix d'Emmanuel Macron sur des bases qui auraient
qui n'auraient pas été les bases de gauche, parce que si Emmanuel Macron n'a pas nommé Lucie Castet, c'est qu'il savait qu'en quelques semaines, on pouvait défaire des points très importants de ce qu'il a détruit sur les retraites, sur les salaires. On pouvait rapidement en fait changer la donne. Et le président de la République, s'il n'a pas nommé Lucie Castet, c'est qu'il ne voulait pas de cette politique de gauche, de ce tournant, de tirer des leçons du résultat des élections. Il ne voulait pas ça. Et s'il faisait circuler une autre hypothèse avec une personnalité issue de la gauche, mais pas celle qui correspond au nouveau Front populaire, c'était pour imaginer fracasser le nouveau Front populaire et en fait faire ce qu'il sait très bien faire, prendre une personnalité et l'obliger, le contraindre à mener toujours la même politique. Et donc cette opération, c'est ce que je dénonçais à Blois, non pas pour faire siffler les protagonistes socialistes ou ex-socialistes en question, et j'ai d'ailleurs même fait applaudir M. Boisbrand, qui était présent et qui a fait d'un signe de la tête que non, il ne voulait pas de cette opération politique, et les socialistes l'ont applaudi en réalité. Mais l'histoire retiendra que j'ai fait siffler, ce qui n'était pas mon état d'esprit. Mon état d'esprit était d'être honnête avec ce qui est essentiel pour maintenir ce nouveau Front populaire et pour avoir au gouvernement une politique de gauche et ne pas céder à l'opération de Macron. C'était ça mon état d'esprit et il le reste. Donc il faut fédérer, consolider ce nouveau Front populaire dans un moment où je sens poindre des tentations des deux côtés du nouveau Front populaire qui tiraillent pour quelque part nous rejouer ces deux gauches irréconciliables et nous emmener dans un scénario de la défaite, parce qu'à la fin des fins, il n'y a plus de nouveau Front populaire et donc il n'y a plus d'union de la gauche et donc il n'y a plus non plus de gauche de gouvernement, parce que la gauche de gouvernement, c'est celle qui peut gouverner, et pour pouvoir gouverner, il faut être rassemblé. Être rassemblé, c'est ma bataille, vous le savez, mais ça ne suffit pas. Il faut rassembler dans le pays. Je pense que notre crédibilité passe par notre union. Si on n'est pas unis, et pas simplement le moment des élections, c'est-à-dire pour un Yalta des circonscriptions, là, auquel on se met d'accord, in extremis, mais les Français se disent, ils ont passé des mois à se déchirer, et en quelques jours, tiens, juste quand il s'agit de leur poste, ils sont capables de se mettre ensemble. Moi, je pense qu'il faut donner à voir notre union dans la durée, la mettre en scène, la structurer, et c'est ça qui nous donnera du crédit auprès des Français. Mais ensuite, il faut réfléchir à comment convaincre davantage et aller chercher l'électorat qui nous a manqué pour être majoritaire dans le pays. Ça, c'est notre tâche stratégique et je pense même que travailler cette question stratégique ensemble nous permettra d'y arriver. Comment la travailler ensemble? En se structurant et en posant les bonnes questions. Et la bonne question, c'est celle qui nous oblige à la lucidité. La lucidité, c'est de voir que quand on regarde les résultats électoraux de cette élection, mais les précédentes aussi, on se rend compte qu'on a des trous. On a des trous dans certains territoires, notamment ceux des sous-préfectures. C'est clair et net, c'est-à-dire qu'on peut avoir des scores très élevés dans les cœurs de métropole et dans les quartiers populaires, comme chez moi en Seine-Saint-Denis, à forte composante issue de l'immigration. Ça, on peut être très haut, mais il y a d'autres endroits où on perd des plumes considérablement et on se fait tailler des croupières énormes par l'extrême droite. Donc il faut en prendre conscience et se dire que pour gagner, on doit être présent partout et ne pas se faire exploser la tête, excusez-moi du terme, mais dans certains territoires. On regarde les résultats et on se dit qu'on a un deuxième problème, c'est que chez les employés et les ouvriers, c'est-à-dire dans le monde du travail, chez les actifs et chez les actifs du monde populaire, eh bien, on a aussi un problème. Et l'extrême droite a pris de l'avance. Donc, parler de la question du travail, s'adresser à ces populations, ce qui recouvre en fait l'enjeu des sous-préfectures, parce qu'en fait, c'est lié. C'est aussi parce qu'on a une catégorie de population très présente d'ouvriers et d'employés dans ces territoires, que finalement, les deux font l'œuf et la poule. Mais néanmoins, je pense qu'en parlant du travail et en parlant davantage de la question des services publics, c'est-à-dire de deux sujets qui peuvent fédérer le monde populaire et l'univers des actifs qui ont besoin aussi de ces services publics, je crois qu'on a là matière à pouvoir combler des failles actuelles que nous avons. Une chose est de galvaniser et d'aller chercher les abstentionnistes qui sont dans nos points de force, la jeunesse, les quartiers populaires, et ça je suis pour, je pense qu'on peut encore aller faire en sorte de mobiliser un électorat qui s'abstient aujourd'hui dans ceux qui sont nos points de force. Il ne faut pas du tout tourner le dos à ça, et il faut même se rendre compte que notamment la France insoumise a réussi à susciter un ethos avec la question palestinienne, avec la lutte contre le rejet des musulmans dans certains territoires, comme encore une fois
les quartiers nord de Marseille ou Sevran où je suis, ça c'est clair. Donc ça, c'est précieux et on peut encore aller chercher, mais il faut trouver le moyen de le faire dans des termes qui ne soient pas si clivants qu'on perd tout un autre public qui a l'impression qu'on ne parle pas de lui ou qui a l'impression qu'on l'exclut, hein, qu'on l'exclut ou qu'on a une forme pour le dire qui est un profil qui n'est pas de nature à rassembler les Français. Et ce mécanisme de diabolisation, bien sûr, il est lié aux grands médias qui veulent notre peau, ça c'est clair, mais la question est de savoir, alors qu'on sait qu'il y a cette diabolisation, alors qu'on sait qu'il y a cette lecture de ce que l'on raconte, comment faire en sorte de ne pas être pris dans cet étau et cornérisé littéralement. Et ça, je pense que c'est un défi, ne pas perdre notre profil qui adhère dans un certain public, mais qui ne parle pas à d'autres, hein, mais il ne faut pas le perdre. Donc, comment parler plus à d'autres et ne pas se fermer à un électorat qui est plus modéré, mais dont à la fin des fins, on a besoin, et je suis désolée, on ne l'a pas gratis. Si on devient incompris, mal compris, d'une grande partie d'un électorat dont on aura besoin en deuxième tour pour gagner face à Marine Le Pen. Parce que pour moi, l'enjeu n'est pas simplement de faire demain un bon premier tour de l'élection présidentielle, l'enjeu est de gagner l'élection présidentielle. Et donc, il faut aller chercher la majorité à la fin des fins et que nous n'apparaissions pas plus dangereux que Marine Le Pen. C'est pourquoi je dis dans cette interview de Libé, ce fait frappant, c'est-à-dire quand on lit un certain nombre d'études d'opinion, on se rend compte que par exemple la France insoumise, aujourd'hui, apparaît aux yeux des Français dans ces enquêtes comme plus dangereuse sur la démocratie que l'extrême droite, ce qui est une folie, ce qui est délirant du point de vue de ce que sont nos propositions, de ce que sont nos copains, de ce qu'est la réalité, de ce qu'on défend à gauche, et je dis encore haut en parlant de la France insoumise, même si j'en ai été exclue, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a une manipulation, mais face à cela, il faut qu'on trouve la prise pour ne pas être mis au banc de ce qui peut nous permettre d'atteindre la majorité. Et ce sont des questions complexes et il faut les affronter puisque c'est essentiel pour ajuster notre discours, notre projet, nos propositions phares qui ne peuvent pas se résumer au rejet de la réforme des retraites et à l'augmentation des salaires. Donc il faut qu'on aiguise aussi notre récit, notre profil politique et c'est la tâche qui nous attend et pour le faire, j'aimerais que nous puissions le faire ensemble et non pas chacun dans son coin, en se répartissant des marchés de l'électorat et pendant ce temps-là, en s'envoyant des mots doux toute la journée, parce que ça, c'est pas terrible pour se rendre crédible. Dernier point de ce point d'automne dont je voulais vous parler, c'est que pour faire tout ce travail, nous avons constitué une association qui s'appelle l'Après, qui avait été pensée au démarrage comme un club de réflexion, au moment où, avec mes camarades qui ont été purgés, nous étions au cœur de la France insoumise, enfin pas au cœur, aux marges de la France insoumise, puisqu'on avait de place nulle part et qu'on était chaque jour mis loin des lieux de décision et de discussion, manquant d'ailleurs, puisqu'à la France insoumise, on ne sait pas très bien où on lave son linge sale en famille et ça fait partie des problèmes que nous avions dénoncés. Et donc, nous avons constitué cette association, l'Après, dont nous avions déposé les statuts avant la purge, avant les élections anticipées et voulues par Macron. Ça, on l'avait fait avant, mais on l'avait fait parce qu'on voulait faire un club de réflexion puisqu'on n'avait de place qu'une part. L'objet de cette association a été changé à partir du moment où nous avons été mis dehors et l'objectif reste celui d'avoir un espace qui est à la fois défenseur d'une gauche de transformation en profondeur du pays, c'est-à-dire sur la base du programme défendu par la France insoumise, et maintenant par le nouveau Front populaire, mais qui soit déterminé à faire vivre une culture de l'union, à rechercher l'union et à le faire avec une forme qui favorise la démocratie pour nous-mêmes, puisque nous la plaidons dans le pays. Bon, je brasse à gros traits ce qui nous caractérise. Il y a d'autres éléments. Vous nous connaissez peut-être si vous me suivez. Vous savez ce qui nous caractérise aussi, moi, Alexis Corbière, Daniel Simonet, Hendrik Davy, Raquel Garrido et d'autres qui avons pris cette initiative et qui a déjà permis de rassembler près de 5000 personnes qui ont décidé de nous suivre et plus de 2000 adhérents. Et nous tiendrons notre assemblée générale le 5 octobre prochain à Paris. C'est un lieu que nous voulons transitoire. En tout cas, moi, je souhaite vraiment qu'il soit transitoire. C'est une association qui a le but de se fédérer, d'être présent dans le débat, d'être un élément pour cimenter le nouveau Front populaire,
Mais je crois qu'il faut aussi que nous soyons capables de travailler avec d'autres, de mutualiser des forces. Je pense par exemple à Picardie Debout avec François Ruffin, je pense à Génération, mais je pense aussi à d'autres à qui il faudrait tendre la main, comme la gauche écosocialiste, comme les alternatives communistes, parce que nous devons pouvoir faire grandir notre voix, l'organiser et peser dans le champ politique. Il y a un élément qui est un peu paradoxal. On a été ceux qui avons le plus porté l'union et au moment où elle s'est faite, quelque part, nous avons été mis de côté, puisqu'il y avait ce cadre des 4 partis politiques, et c'est très bien que le cartel ait pu s'entendre avec ce nom de Lucie Casté, qui nous a permis d'avoir une preuve vivante que ce nouveau Front populaire était possible. Néanmoins, nous allons essayer de faire en sorte de peser pour être un élément du ciment, et aussi de faire valoir que le nouveau Front populaire doit s'ouvrir sur la société mobilisée. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et on veut faire ce travail-là, avec ce travail de réflexion stratégique. C'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre. Si vous me suivez, que vous avez l'habitude de me suivre, eh bien suivez-moi franchement et venez dans cette association. Inscrivez-vous, soit pour adhérer, soit pour suivre notre newsletter et nos activités. Et puis aider à cimenter ce nouveau Front populaire et à tracer le chemin de la victoire pour les Françaises et les Français qui n'en peuvent plus de subir soit la politique voulue par Macron dont on a soupé, archi-soupé, soit la menace de l'extrême droite. Franchement, on peut faire mieux et on va réussir à faire mieux.